Proin, merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère municipale à la restauration scolaire de la ville de Nîmes. C'est un vrai travail de collaboration entre la ville et la chambre d'agriculture. Expliquez-nous quelles ont été vos attentes et pourquoi vous vous êtes rapproché de la chambre d'agriculture. Pourquoi vous êtes rapproché de Jérôme? Alors, en effet, à la ville de Nîmes, nous avons un vrai verger. Et du coup, de par notre DSP, nous nous sommes rapprochés de la chambre d'agriculture afin que notre prestataire se rapproche à la chambre d'agriculture et que nous travaillons ensemble. À ce jour, par exemple, nous avons un producteur qui plante uniquement pour la cantine, la cuisine centrale de Nîmes. Très bien, très bien. Ça représente sur votre territoire combien de restaurations? Alors nous avons 54 restaurants scolaires à la ville de Nîmes, ce qui représente environ 6500 repas jour. 6500 repas jour. Ah, donc il en faut quand même du producteur derrière. Hein. Voilà. Et est-ce que vous avez fait un cahier des charges très précis que vous avez fait valider par la chambre d'agri? Alors oui, nous avons un cahier des charges très précis et nous l'avons travaillé ensemble, ce qui nous permet de demander des choses très précises, voilà, à nos prestataires. Alors la loi Egalim, je le rappelle, prévoit 50% de produits de qualité, dont 20% issus de l'agriculture biologique dans la restauration collective d'ici 2022, autant dire c'est demain. Vous en dites où à Nîmes? Alors à Nîmes, on a un peu d'avance. On est déjà à 50% de produits de qualité depuis 2019 et on est à 30% de bio depuis 2009. Très bien. Voilà. Alors vous, Jérôme, en tant que conseiller promotion et projets commerciaux à la Chambre d'agriculture, moi j'ai l'impression que vous jouez en fait le rôle de caution du dispositif. Hein. Ben, oui, on sert un peu de caution, c'est-à-dire que quand la mairie de Nîmes nous a sollicité, elle nous a demandé comment peut-on améliorer la qualité des repas. Donc on leur a dit, nous, on s'est trop souvent fait berner par les sociétés depuis une dizaine d'années. On a trop souvent accompagné des sociétés qui n'ont jamais respecté leurs engagements. On leur a dit, ce coup-ci, on vient, mais on veut être partie prenante du dispositif. Donc, nous sommes allés voir les agriculteurs, nous avons pris la main des agriculteurs, nous les avons accompagnés devant les sociétés, devant la société de restauration qui a été choisie, et nous avons participé aux négociations commerciales. C'est-à-dire qu'on s'est assis tous les trois autour de la table, et on s'est levé de la table au moment où ils étaient d'accord sur un prix et sur des quantités de produits à livrer. Voilà. Tout cela a été défini. Donc aujourd'hui, les agriculteurs qui livrent la cantine savent combien ils vont être payés, quand est-ce qu'ils vont livrer et les quantités qu'ils vont livrer. Et au prix juste. Et au juste prix. Tout ça est écrit, tout ça a été dit en réunion. Chaque agriculteur sait aujourd'hui à quoi s'en tenir. Et donc, nous servons de caution au dispositif parce que nous vérifions et du côté des agriculteurs et du côté du prestataire que les engagements sont respectés. Évidemment, la ville joue également ce rôle de contrôle. Magali, sur justement ce prix juste aux agriculteurs, aux producteurs. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Bah oui. Évidemment que l'enjeu aussi pour les chambres d'agriculture, c'est que les agriculteurs soient rémunérés au juste prix sur un marché où il y a quelque temps encore. Maintenant, je dirais qu'on a remis un peu l'église au centre du village, mais bien souvent, l'alimentation dans l'élaboration de ces repas-là est partie congrue en fait du coût final de ce repas. Donc, évidemment que les chambres d'agriculture sont là pour accompagner les collectivités, mais aussi les agriculteurs, pour qu'ils soient respectés dans leur travail et payés à une juste rémunération. Aurélie, quels sont les retours que vous avez du terrain, des enfants qui tous les jours ont la chance d'avoir de bons produits dans leurs assiettes? Alors, il n'est pas éteint. Alors également là on a un questionnaire de satisfaction qui est rempli chaque semaine par les référents à la haie et qui permet de savoir le taux de satisfaction des enfants. Donc on a un très bon retour, on est autour à 90% de satisfaction. Alors moi ce qui m'intéresse c'est de savoir aussi, alors ça qu'on n'a pas eu l'occasion de l'évoquer, c'est est-ce que c'est aussi un moyen de faire connaître le travail des agriculteurs, de valoriser les différentes filières de production. Je parle de... Alors, peut-être que Jérôme vous allez pouvoir me le dire, mais entre les établissements scolaires et les producteurs. Oui, je dirais que servir des produits locaux aux enfants qui n'en ont jamais mangé de toute leur vie, si on ne l'accompagne pas derrière par une action pédagogique, si on ne va pas en classe, si on ne prend pas les enfants pour les emmener sur les exploitations, ça ne sert pas à grand chose. On modifie les goûts, ils ne sont pas habitués à ces goûts. Des fois, mettez du brocoli à un enfant qui n'en a jamais mangé, vous verrez que
c'est pas ce qu'ils préfèrent. Hein. Donc il faut l'accompagner et ce que disait la présidente, peut-être elle complétera là-dessus, dans le cadre des PAT aussi, on se lance dans des actions d'accompagnement auprès des scolaires. Exactement ce que j'allais dire. Là aussi, les PAT sont très importants sur l'accompagnement pour les scolaires et sur l'ensemble du territoire national. Les chambres d'agriculture aussi accompagnent beaucoup de collectivités qui peuvent aussi travailler entre elles pour pouvoir communiquer et faire des actions auprès des scolaires, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, ou des actions grand public aussi, pour les sensibiliser voilà, à cette alimentation du territoire. Alors, je propose qu'on passe aux questions du public. N'hésitez pas à lever la main, nous avons un micro qu'on va pouvoir faire passer dans l'Assemblée. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je sais que la première question est toujours la... Oui, très bien. Hop. Je remercie. Là, voilà, on y est. Ouais. Là pour... Bonjour, Christophe Soulard, je suis journaliste à ActuAgri. Je vais simplement une question. Est-ce que vous avez remarqué s'il y avait plus ou moins de gaspillage entre ce qu'il y avait agriculture conventionnelle et puis peut-être maintenant les nouveaux régimes alimentaires que vous proposez aux enfants? Décidément. De gaspillage au niveau des assiettes. On a très peu de gaspillage en fait, et en plus on a instauré des tables de tri pour les enfants trient ce qu'ils ne mangent pas. On récolte aussi le pain qui est donné à des fermes. On a une ferme école sur Nîmes, donc on n'a pas trop de gaspillage sur la ville de Nîmes. C'est aussi effectivement de le rappeler pour avoir aussi travaillé ces questions. C'est l'un des enjeux aussi à l'occasion de ces PAT, des liens qui se tissent entre les restaurations, en tout cas entre les différentes collectivités et les chambres d'agriculture. C'est tout l'enjeu. C'est aussi, on est dans cette transition, développement durable, etc. Donc Magali, c'est vrai que là-dessus c'est extrêmement important et de souligner qu'il y a aussi un vrai travail pédagogique. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure s'il y avait aussi cette connaissance du travail des producteurs. Évidemment, un des enjeux, on n'en avait pas parlé jusque-là, c'est voilà, le gaspillage. De toute façon, les lois Egalim 1 et 2 sont contraignantes et attentives par rapport à ça. Et la loi climat résilience qui vient d'être votée au mois d'août, je crois le 23 août du mois, aussi. Donc c'est là aussi que par ces actions, les chambres d'agriculture peuvent accompagner les collectivités parce que à cause ou grâce, je ne sais pas, la loi Egalim, les collectivités vont devoir, entre guillemets, rendre des comptes, notamment dans le cadre de la notion du gaspillage. Merci Magali. Question, hop. Oui, bonjour, François Mauduit, je suis adjoint au maire à Barbara en Savoie. Et en discutant avec les agriculteurs locaux, on parlait de l'alimentation des écoles. Et une des réponses qui est venue, c'est que la saisonnalité de production, dans notre secteur en particulier, parce qu'elle est un peu plus réduite que dans le sud forcément, les écoles c'était presque gênant parce que la forte production est pendant l'été quand les écoles sont fermées. Et donc pour eux, il valait mieux trouver d'autres débouchés que les écoles. Donc comment est-ce que vous résolvez justement l'interruption de la clientèle école pendant toute la forte saison de production? Alors, il y a deux réponses à ça. D'abord, les agriculteurs qui fournissent aujourd'hui le dispositif nous ont pas attendu qu'on arrive pour aller livrer les écoles. Ils avaient d'abord déjà des marchés, donc on n'a pas déstabilisé leur créneau de commercialisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 7500 repas sur Nîmes, ça équivaut grosso modo à une palette de produits, entre 600 je dirais et 800 kilos, et des fois plus en fonction de des produits qu'on livre. Donc on s'adresse à des gens qui vont sur le marché de gros, qui sortent d'une parcelle 4-5 palettes par jour et qui vont en livrer 4 au marché physique et une à la restauration collective. Ça c'est une des premières réponses. La deuxième c'est par rapport à la saisonnalité, par rapport à la forte production pendant les périodes d'été. Aujourd'hui le dispositif est vertueux. Nos producteurs plantent en fonction des périodes que leur propose la société prestataire. On a réécrit les calendriers de production, d'abord on a réécrit les menus, ensuite donc on a réécrit les calendriers de production et aujourd'hui par rapport au jeu notamment des variétés précoces,
on arrive à jouer, à décaler certains produits. Je pense notamment aux abricots. Aux abricots aujourd'hui, je sais qu'au début juin, aujourd'hui, fin mai, on est capable aujourd'hui de livrer des abricots tout le mois de juin. Alors évidemment, la grosse production des légumes ratatouille, c'est l'été, mais ces légumes ratatouille, on les trouve ou en début de saison, mois de mai, mois de juin, et on les trouve ensuite tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre. Je crois qu'on livre des tomates même au mois de novembre aujourd'hui. Merci Jérôme. J'aimerais que Jean-Marie puisse répondre, il est agriculteur. Oui. La réponse de l'agriculteur. Dans la réponse, pour compléter, c'est aussi tout ce qu'on fait au niveau national, au niveau du réseau Bienvenue, notamment sur le développement des magasins, sur le développement des marchés, sur le développement de casiers aussi, sur les drives fermiers. En fait, un agriculteur qui produit intérêt à segmenter aussi ses sources de diversification de canaux de vente, et c'est là-dessus où on peut accompagner avec les chambres. Voilà. Et puis pour le gaspillage, on a aussi des possibilités. Nous on travaille par exemple avec Solal pour faire des dons sur tout ce qui est gaspillage, pour éviter justement le gaspillage alimentaire. Est-ce qu'il y a des questions encore dans l'Assemblée? Moi j'en ai une dernière, je vais faire un rapide tour de table. Oui, pardon. Il y a une question? Ah, très bien, on a encore le temps de prendre une dernière question. Bonjour, c'est à peu près une des mêmes questions qui vient d'être posée, mais Basile Faucheux, vice-président des jeunes agriculteurs au niveau national. La question a été encore plus tournée par exemple sur de la viande, où on sait que des pièces de viande sont prises et d'autres partent un peu au rebut ou ont des problèmes à être livrées, et ça exacerbe encore plus ce problème quand on est sur des marchés de niche comme ça. Comment arrivez-vous techniquement sur ces marchés-là à évacuer toutes les pièces que les enfants techniquement ne mangent pas? Qu'est-ce que vous faites par exemple des triples techniquement? Est-ce que vous les amenez, est-ce que vous les faites découvrir aux enfants déjà? Parce que ça serait quand même intéressant de temps en temps. Alors là vous pouvez avoir du gaspillage malheureusement, mais c'est intéressant qu'ils puissent au moins savoir ce que c'est. Et puis qu'est-ce que vous faites du reste? Est-ce que c'est contractualisé avec d'autres personnes, des grosses boutiques ou non? Merci. Taiting. Alors, le sujet de la viande, qui peut être prégnant à certains moments, là on l'a connu, évidemment. Alors, ce que je peux dire, c'est que le sujet se pose différemment suivant dans quelle région on est. Je peux vous faire part de l'expérience que nous on a vécue sur notre territoire, même si là, je suis là pour parler pour l'ensemble des chambres. Donc nous avons une filière spécifique au niveau de la viande qui est le taureau Camargue, qui est une race sauvage. Donc pendant la crise sanitaire, cette filière a été bloquée comme beaucoup. Et donc la ville de Nîmes, qui souhaitait venir en aide à ces éleveurs, nous a demandé comment on peut faire. Donc jusque-là, la viande de taureau n'était présente qu'une fois, je crois, par mois dans les repas des enfants. Donc, en travaillant avec le metteur en marché principal, parce qu'il n'était pas question que chaque éleveur amène, nous avons résolu une partie du problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fois tous les 15 jours, les enfants ont dû sauter de bœuf dans leur assiette, et on a un super retour qualité par rapport à cette viande-là. Donc c'est du gagnant-gagnant pour la filière, pour la ville de Nîmes, pour le territoire, encore une fois. Ce qui est évidemment, ce que vous disiez, les tripes, ou les bas morceaux, ça c'est un travail que les chambres d'agriculture peuvent faire en concertation, bien évidemment, avec la collectivité et les diététiciens, et surtout ce qui est fondamental sur ces sujets-là de resto, c'est la formation des cuisiniers. Voilà. Donc ça c'est un enjeu majeur pour moi si on veut aller encore plus loin dans l'approvisionnement local et de saison. Comme c'est le metteur en marché qui gère le sujet avec la collectivité par rapport à la viande, après les autres morceaux, il les met sur d'autres marchés. Donc c'est fondamental aussi de pouvoir s'appuyer, notamment pour la filière viande, sur quand même un metteur en marché fort et qui correspond à l'attente des collectivités aussi. Jérôme, rapidement. Juste pour compléter, elle mettait le micro.
Juste pour compléter ce que disait la présidente, en fait c'est tous les bas morceaux qui partent en restauration collective. Donc le metteur à marché il est content de garder que les cuisses. Hein. Tous les avants partent en restauration scolaire, évidemment pas les tripes, mais tous les morceaux nobles il les garde pour la restauration traditionnelle et ça lui va très bien ainsi. Il est plus embêté pour faire partir les avants que pour faire partir les arrières. Hein. Voilà. Mais autant sur le fruit, sur le légume, on engage les producteurs en direct, autant sur la viande, c'est comme le disait la présidente Magali Somat, c'est le metteur à marché qui est engagé. Merci, il me reste 5 minutes avant de conclure avec Magali. Bien manger, c'est l'affaire de tous, on l'a dit en introduction de cette table ronde, mais pour vous, et j'aimerais faire un tour de table très rapide. Bien manger, ça représente quoi? Aujourd'hui, bien manger, c'est connaître l'origine, le lieu, la matière première, la personne qui travaille le produit. Très bien, hop. Moi, pour ne pas être redondante, je bien manger, pour moi, c'est manger local et de saison. Aurélie. Bien manger, c'est manger local et équilibré. Bien manger, c'est connaître ce qu'on mange et on est, je crois, avant tout locavore. Voilà. On va passer le micro donc à Didier Klein, Rémi Rillet. Vous pouvez vous lever, hein, bien sûr. Pour moi, bien manger, c'est se faire plaisir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bien manger, c'est identifier effectivement les produits qu'on consomme. Et voilà, et pouvoir les consommer en toute tranquillité. Et valoriser nos produits, manger corésien, en tous les cas pour nous.